Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question: faut-il utiliser un zoom 18-200 ou assimilé? Je vais vous donner un petit peu ma vision et puis des arguments, vous allez voir, pour et contre. Alors avant de démarrer, je voulais vous remercier, je voulais vous faire un grand merci parce que ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai lancé cette émission photo, donc un épisode quotidien. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, mais surtout au-delà des chiffres, ce qui me plaît, c'est que vous êtes aussi nombreux à réagir, à poser des questions, à commenter et à alimenter le débat, et je trouve que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'émission, parce qu'une émission, normalement, c'est plusieurs personnes qui échangent. Alors, forcément, dans une vidéo, c'est un petit peu compliqué de vous avoir avec moi, mais le fait que vous réagissiez ainsi est vraiment intéressant. Vous êtes aussi nombreux à m'envoyer vos questions par mail via le formulaire de contact du site, et via ma liste de contacts perso dont je vous mets le lien dans la description ici ou ici. C'est un très bon moyen de me contacter directement et puis ça permet d'alimenter aussi la rubrique. Donc merci pour tout ça. Alors le sujet du jour, voilà, j'ai choisi de traiter ce sujet aujourd'hui des méga zooms 18-200, 18-300 et autres, parce que c'est une question qui revient très régulièrement dans vos échanges. Vous êtes super nombreux à m'envoyer sensiblement la même question que je pourrais résumer comme ça, c'est je veux éviter de changer d'objectif quand je suis en train de faire des photos, quelle que soit la situation de prise de vue. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un 18-200 Est-ce que c'est une bonne idée? Et souvent, pour pas dire toujours d'ailleurs, je vous fais une réponse qui est sensiblement la même et qui est ouais, bof. Je suis pas un grand fan des 18-200. Alors voilà, j'avais envie aujourd'hui de revenir un petit peu sur ce sujet et puis de vous donner un petit peu plus d'arguments de pour, de contre et d'étayer un peu mon propos et ma réponse. Donc là aussi, je vous invite à réagir parce que vous allez avoir forcément des avis contraires, on va pas être d'accord sur tout. Donc voilà, d'où l'intérêt d'alimenter ce débat. Alors, j'ai relevé 4 points que je voudrais vous citer aujourd'hui pour justement vous aider à réfléchir. C'est comme dans tous les épisodes, en fait, chaque fois que j'aborde une question comme celle-ci, j'ai pas prétention à vous dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je suis plus là pour vous donner des éléments de réflexion qui vont vous permettre de vous faire votre propre avis, votre propre idée et de savoir après ce que vous allez faire ou pas, mais c'est pas moi qui vais vous dire il faut acheter un 18-200 ou il faut pas acheter un 18-200. Alors, premièrement, je crois qu'il y a un faux problème dans cette histoire de méga zoom 18-200, 18-300, 28-300 et consorts. C'est que souvent, vous, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous me dites je voudrais éviter de changer d'objectif. Alors, pour moi, changer d'objectif, c'est un faux problème. Il n'y a pas de problème à changer d'objectif, fondamentalement. Changer d'objectif, c'est simple. Si vous avez un réflexe, sur les hybrides c'est pareil, vous déverrouillez, vous tenez le boîtier, vous déverrouillez avec le bouton, vous tournez, vous enlevez, vous remettez l'autre, c'est fini, ça prend 30 secondes. Souvent, ce que vous me dites, c'est que oui, mais si je suis dehors, s'il y a de la poussière, s'il est au fond du sac, si, voilà. Donc tous ces si, c'est ça qui vous complexifie la vie. Vous allez voir que dans mon 4e point, je vais vous donner la réponse à cette série de si, parce qu'en fait, il y a une réponse très simple. Ensuite, sachez que changer l'objectif, ce n'est pas risqué du tout si vous prenez un minimum de précautions. Quand vous me dites c'est risqué, c'est pas risqué. Le seul risque, c'est que vous tenez tout d'une main, vous lâchez l'objectif, il tombe, effectivement, là vous avez pris un risque et puis ça a mal fini. Mais il suffit d'un petit peu d'attention pour éviter ça. Il suffit de poser peut-être le boîtier sur une table pendant que vous manipulez l'objectif et ça va éviter qu'il tombe. Moi, je fais souvent ça en fait. Je le prends, je pose, je remets l'autre, voilà. L'autre souci que vous soulevez régulièrement, c'est de dire oui, mais la poussière, quand on fait ça, il y a de la poussière qui rentre dans le boîtier. Alors sachez que de toute façon, il y a toujours de la poussière qui rentre dans le boîtier, même si vous ne retirez jamais l'objectif. Combien d'entre vous m'ont dit je comprends pas, j'ai l'étage sur le capteur alors que je retire jamais l'objectif? Bah oui, c'est normal, c'est le propre de la photo numérique. Vous aurez toujours à un moment ou à un autre des taches sur le capteur, ça s'élimine en faisant nettoyer le capteur ou en le nettoyant vous-même, ça s'élimine au post-traitement en tamponnant vite fait les petites taches. Donc il n'y a pas de risque particulier à changer d'optique. Ensuite, le deuxième point, c'est un problème de choix. Pour moi, souvent, quand vous utilisez ou quand vous voulez utiliser un 18-200, 300, je vais résumer en disant 18-200, c'est que vous vous dites je ne sais pas quelle focale utiliser. Ou bien je ne sais pas quelle focale je vais pouvoir, devoir, avoir envie de utiliser quand je vais être sur le terrain.
Et du coup, quand vous êtes en situation de prise de vue, vous faites quoi? Vous avez votre super méga zoom. Souvent, en plus, ils sont, franchement, ils se voient, ils sont encombrants, voilà, vous passez vraiment pour le paparazzi de service quand vous êtes à l'étranger, par exemple. Donc ça fait peur à tout le monde. Ça, c'est un critère que je n'ai pas listé, mais sachez-le, quand vous arrivez devant quelqu'un en faisant plouf, bah, vous avez juste envie de faire fuir la personne plutôt que de la laisser se photographier souvent. Et la problématique en fait de cette grande plage focale, parce que c'est en fait c'est une grande plage focale dont on parle de 18 à 200, on est du grand angle haute télé. La problématique, c'est que vous allez souvent passer plus de temps à décider de la focale à utiliser, donc comment est-ce que vous allez varier entre 18 et 200, plutôt qu'à vous concentrer sur le sujet. Et au final, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous ratez la photo. Parce que le sujet y est parti. Si vous faites une photo de quelque chose en mouvement, par exemple une personne qui passe, une voiture, n'importe quoi qui est en mouvement, le temps de dire je prends le boîtier, je règle, tiens j'essaye comme ça, non j'essaye comme ça y est, c'est trop tard, le sujet y est parti. Donc vous avez raté la photo, vous vous êtes concentré sur le matériel et la technique plutôt que de vous concentrer sur le sujet, cadrage, composition. Donc ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent quand on débute, je l'ai faite aussi plein de fois, et c'est pour ça que je me permets de vous le dire ici. Donc attention à ce problème du choix, le problème du choix d'une manière générale dans notre vie aujourd'hui, c'est devenu un des problèmes majeurs parce qu'on a le choix de tellement de choses qu'on ne sait plus quoi prendre, et en photo, et pour parler objectif, c'est vraiment le problème aussi du photographe. Le troisième point, c'est le problème de l'ouverture. Ouverture au sens diaphragme, ouverture de l'objectif. Avec ces zooms 18-200, il n'y a pas que cela, mais souvent avec ces zooms-là, on a des ouvertures maximales qui sont limitées. Maximal, c'est le plus petit chiffre, donc le diaphragme le plus grand ouvert. Donc souvent c'est 3,5, 4,5, quand vous êtes à 200, eh ben, l'ouverture maximale elle est encore plus réduite parce que avec les longues focales, l'objectif étant limité en diamètre, on ne peut pas avoir une très grande ouverture de 1,8 ou de 2,8. Et ce qui va se passer, c'est que donc, si vous manquez de grande ouverture, il y a moins de lumière qui va rentrer, enfin qui va arriver sur le capteur, qui va passer par l'objectif. Donc ça veut dire que vous allez devoir augmenter le temps de pose en prenant le risque d'un flou de bouger. Si vous n'avez pas de lumière, que vous montez et que vous êtes ouvert à fond et que ça suffit encore pas, le boîtier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir des temps de pose de plus en plus longs, parce qu'il faut bien compenser le manque de lumière. Donc ça, c'est le réglage d'exposition. Je vous renvoie au sujet dans lesquels j'en parle. Eh bien, la lumière diminue, on augmente le temps de pose. Et vous risquez d'arriver à photographier en basse lumière, par exemple, à 200 mm, une focale où le moindre petit mouvement va se traduire par un flou de bouger, avec un temps de pose long. Si vous avez un temps de pose de l'ordre de un 40e, un 50e, un centième à 200 mm, vous avez toutes les chances que ce soit flou, particulièrement avec les capteurs riches en pixels, 24 et 36 millions, n'en parlons pas. Donc il y a ce sujet, il y a ce problème-là. Le deuxième problème qui est assimilé, c'est la montée du bruit en ISO, parce que vous avez donc une ouverture maximale qui est limitée. Si vous n'augmentez pas le temps de pose, vous vous dites, bah tiens, je vais monter en ISO, parce qu'après tout, triangle d'exposition, l'un compense l'autre. La montée en ISO, elle fait quoi? Bah, jusqu'à des valeurs, alors si vous êtes à 1600, 3002, ça passe, 6400, le bruit commence à arriver, et au-delà, c'est bruité. Et du coup, vous allez récupérer des images qui vont avoir beaucoup de bruit numérique. Le bruit numérique, pour faire cette parenthèse-là, sont les petits points colorés qui commencent à arriver sur l'image et qui dégradent la qualité de l'image. Votre capteur, selon le boîtier, il va réagir également moins bien, donc vous allez avoir des images qui sont de moyenne ou basse qualité. Donc ça, c'est aussi un des problèmes des zooms 18-200. Alors pas que de cela, en fait, d'une manière générale, de tous les objectifs qui ouvrent pas suffisamment, mais les 18-200, on sait que voilà, il n'y en a aucun qui ouvre à 1.8 ou à 2.8. Donc ça, c'est vraiment, c'est peut-être même le souci majeur, c'est le souci de l'ouverture. Le quatrième point à considérer quand vous envisagez un tel zoom, c'est le comportement que vous avez en tant que photographe. Alors là, je m'éloigne un tout petit peu de la technique, mais est-ce que vous avez envie d'anticiper votre prise de vue ou bien de réagir à quelque chose qui vous passe sous les yeux? Et trop souvent, quand on débute en photographie, eh bien, on a tendance à se dire « je ne sais pas trop ce que je vais photographier, je ne sais pas où je vais, j'ai rien préparé, on verra bien, j'ai un boîtier, pouf, je déclenche comme ça vient ».
Et le fait de déclencher comme ça vient, alors je ne dis pas que je ne le fais pas aussi, parfois c'est aussi intéressant de fonctionner comme ça, mais souvent ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment anticipé et que du coup vous réagissez à quelque chose, et quand on réagit, ben forcément c'est toujours un cran trop tard et ça va se ressentir sur l'intérêt, la qualité de vos photos. Il vaut toujours mieux anticiper. Alors là, anticiper, quand on parle d'objectif, de focale, eh bien c'est tout simplement vous dire quel sujet je vais traiter. Quel voyage je vais faire, quelle personne je vais photographier, quel événement autour de chez moi je vais photographier aujourd'hui, demain, dans une semaine, et comment est-ce que je me prépare. Alors pour vous donner un exemple, quand je vais photographier les événements culture urbaine autour de chez moi, parce que c'est aussi un de mes dadas, je pars pas avec un 18 je sais pas quoi en me disant bah, je suis blindé, je peux tout photographier quoi qu'il arrive. Je me suis intéressé déjà un peu au sujet. Alors, c'est pas la première fois que je fais ce type de photos, mais en même temps, c'est des sujets où on trouve tous les renseignements sur le web en 3 minutes. Donc, quel que soit le sujet, même si vous allez dans un pays où vous n'avez jamais été, il y a forcément des infos, des photos partout. Aujourd'hui, on a toute l'info qu'on veut sur le web. Donc, intéressez-vous un petit peu à ça et regardez quelles sont les photos, quels sont les sujets que vous allez pouvoir photographier et qu'est-ce que ça donnerait. Alors du coup, si je reprends mon exemple, quand je pars faire ce type de reportage, souvent je pars avec un 24-70. 24-70, vous voyez que c'est loin d'être la plage focale 18-200. C'est, je ne sais pas combien en proportion, mais c'est ça. Donc je pars d'un télé moyen, 24 sur un plein format, à 70 qui est un tout petit télé, limite même standard, et ça me suffit parce que je ne veux pas être parasité par une trop grande plage focale. C'est important aussi de savoir ce que vous allez faire, donc de vous dire j'ai un outil, je l'utilise voilà, dans cette gamme-là, ni plus ni moins. Quand vous commencez à passer de 18, qui est vraiment 18, c'est ça hein, par rapport, tiens, je vais essayer de me caler sur l'écran, 18 ça fait ça, 200 ça fait ça. Vous voyez un peu le type de photo, si vous me photographiez là en train de parler, vous pouvez avoir tout le décor derrière moi avec ma pile de bouquins, ou bien vous pouvez avoir juste un œil, si vous avez peut-être même un 300 mm, j'en sais rien ce que ça peut donner avec la vidéo. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même approche. Dans votre préparation du travail photographique que vous allez produire, vous savez si vous voulez faire des plans larges ou des plans serrés. Alors, si vous me dites, bah oui, mais les deux, dans ce cas-là, prenez deux optiques, et puis arrangez-vous. Mais vous allez voir que ça va être facile à changer. Si vous avez, je ne l'ai pas sous la main, là, si vous avez un 35 mm, un 50 mm, ça tient dans le creux de la main. Vous prenez le boîtier, vous changez, clac, vous attrapez l'autre, ça va très vite. Et vous allez avoir à chaque fois une optique de meilleure qualité, des grandes ouvertures, parce qu'un 50 mm 1.8, ça coûte pas très cher et c'est hyper performant. Un 24 un peu plus, mais un 35 1.8 DX pour les capteurs APS-C chez Nikon, ça coûte pas très cher non plus, donc ça va vous rendre plein de services. Et donc pour finir sur ce sujet-là, envisagez vraiment ce que vous faites plutôt que de réagir à quelque chose qui vous tombe dessus en disant bah, on ne sait jamais, si j'ai un 18-300, je vais pouvoir tout couvrir, donc je raterai aucune photo. Et au final, regardez bien, vous allez vous rendre compte que vous ratez peut-être plus de photos que vous ne pensez. Autre chose aussi, c'est que en utilisant une focale unique, alors là c'est l'extrême, hein, on passe de 18-300 à une seule focale fixe, un 35, un 50, un 85, ce que vous voulez. Et essayez ça un jour, faites l'exercice du jour, tiens, comme il y a l'exercice de la semaine dans l'article que je vous envoie tous les dimanches, alors là c'est l'exercice du jour, eh bien faites cet exercice-là, sortez avec une focale simple, et puis essayez de faire des photos que comme ça, c'est-à-dire en oubliant de combien je vais faire zoomer mon zoom, vous n'avez plus de zoom, vous avez un 35, un 50, ce que vous voulez, et vous faites toujours les mêmes photos. Pas toujours les mêmes photos, mais toujours la même focale. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez revenir avec une série de photos qui va être beaucoup plus cohérente, vous aurez de l'unité parce que vous avez toujours le même angle. Si vous proposez cette série, une fois que vous avez trié un petit peu, vous prenez les meilleures images, si en plus vous savez raconter une histoire avec sur une dizaine ou une vingtaine de photos, c'est génial. Et quand vous allez montrer ça aux gens qui regardent vos photos, eh bien, observez bien leur réaction parce qu'il est très probable qu'ils aient un regard beaucoup plus intéressé en se disant ah oui, tiens, ça passe pas du coq à l'âne, ça passe pas d'un truc grand comme ça, un truc serré comme ça où on comprend plus, mais j'ai une série qui est homogène. Un bon exemple aussi, c'est la seconde partie de l'exercice peut-être, c'est regarder dans les magazines par exemple. C'est un bon exemple, hein. Vous avez beaucoup de reportages
sur des sujets divers et variés, mais prenez des magazines où il y a des photos assez sympas et regardez comment le photographe a traité son sujet. Vous allez voir que souvent, il y a une focale unique parce que ça donne une cohérence d'ensemble qui est bien plus grande. Alors, je réalise là que je suis peut-être en train de prêcher la focale unique par rapport au zoom. C'est pas l'idée parce que j'utilise aussi beaucoup des zooms, 24-70, 70-200 par exemple. Mais je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer et d'envisager la photographie autrement que par un objectif unique censé passer partout. Vous savez, aujourd'hui, j'en parlais dans un épisode précédent, on va de plus en plus vers des segments pour faire plein de choses. Je citais l'exemple des voitures, il y a plein de modèles de voitures différents. Là, c'est un peu le même exemple. Quand vous choisissez un 18-200, c'est comme si vous choisissiez une voiture en disant c'est la même voiture, ça va aller du coupé sport 2 places au gros van pour trimballer mon déménagement quand j'en ai besoin. Les voitures comme ça n'existe pas, enfin j'en connais pas. Et vous avez en fait, à chaque fois vous devez changer de modèle. Et ça a peut-être du sens aussi. Je ne suis pas certain que si un jour un constructeur invente un coupé sport 2 places qui peut se transformer en gros van fourre-tout pour 10 personnes, ça soit quelque chose de bien génial à utiliser parce que ça va être plus de problèmes qu'autre chose, probablement. Voilà, donc pour ce que je voulais vous dire sur les 18-200, vous avez compris que je ne suis pas un grand fan de ces optiques-là, mais pour autant, il y a quand même des modèles qui fonctionnent bien aussi. J'ai fait pas mal de tests là-dessus. Alors j'ai même fait un test un jour, on m'a demandé pourquoi j'avais fait ce test un peu idiot manifestement, mais c'est aussi en testant des choses comme ça qu'on apprend. J'ai même monté un 28-300 Nikon, donc qui est un plein format, sur un D4S, qui est le boîtier pro, maintenant c'est D5, mais le D4S, le boîtier pro de l'époque de Nikon. Autant vous dire que j'ai fait ruer dans les brancards certains puristes qui m'ont dit mais c'est quoi cette hérésie de mettre un 28-300 qui est un objectif pas de gamme, entrée de gamme, voilà, sous-entendu pour celui qui connaît rien à la photo, sur un D4S qui est tout l'inverse. Bon, j'ai obtenu des photos, honnêtement. Alors j'ai fait ce test-là un jour parce que j'étais dans une condition bien précise. C'est un petit peu aussi pour voir où ça pouvait m'emmener, mais je n'ai pas été hyper satisfait du résultat non plus. Pour terminer, je vous mets 2 liens dans la description qui vont vous permettre d'avancer sur le sujet. Donc il y a un article sur pourquoi utiliser un 35 mm fixe avec plein d'exemples de photos que vous pouvez faire, et puis je vous ai mis tous les critères qui vont avec. Il y a le même pour le 50 mm qui sont vraiment les 2 optiques les plus courantes, que vous ayez un boîtier APS-C ou plein format, en hybride c'est pareil. Et puis, donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, suivre la page Facebook, dérouler les descriptions si elles ne s'affichent pas, parce que certains m'ont dit je ne vois pas de quelle description tu parles. Alors sur YouTube, il y a un petit triangle à cliquer, puis hop, ça ouvre la description, et là vous avez tous les liens dont je vous parle tous les jours. Et faites partie de ma liste de contacts, c'est aussi le plus simple pour recevoir par mail chaque semaine l'article inédit de la semaine qui n'est pas publié sur le site, et puis pour rentrer en contact avec moi. Merci, à demain pour un prochain épisode, très bonne journée.